Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma, de séries, de tout ce qu'il y a de magie. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine, que vous avez profité du beau temps s'il y en a eu, du mauvais temps pour être chez vous, pour bouquiner ou regarder qui sait, peut-être un bon film. Et aujourd'hui, malheureusement, nous n'allons pas parler d'un bon film. Parlons d'un film qui, personnellement, m'a fait beaucoup de mal. M'a fait beaucoup de mal parce qu'il m'a amené un désamour pour un réalisateur que j'aimais énormément, un réalisateur que je trouvais très intéressant il y a quelques années, à la manière par exemple d'un James Wan qui aujourd'hui me défend pleurer des larmes de sang tellement qu'ils me déçoivent de plus en plus et à quel point j'ai l'impression que ça devient plus compliqué pour eux de revenir à des choses simples. Et oui, aujourd'hui nous allons parler de Argyle, justement, qui serait plutôt appelé Argyle, tellement que le film faisait amener certaines choses. Mais du coup, le film est réalisé par un petit réalisateur, voilà, pas très connu, du nom de Matthew Vaughn. Matthew Vaughn, simplement, que vous avez connu notamment pour quelques films, voilà, notamment pour les plus jeunes, peut-être Stardust, justement, le Mystère des Étoiles, un film justement de SF, fantastique, globalement, que je trouve perso un bon film pour jeunes enfants. Moi perso, c'est un film que j'avais regardé avec ma petite sœur, et clairement, globalement, c'est un film qui passait plutôt bien. Une pensée pour aussi les plus jeunes ados, c'est-à-dire qui ont passé à travers du Kick-Ass et les X-Men, le commencement, et bien sûr, suivi avec, pour moi, ce qui est très loin, un de ses meilleurs films, et peut-être son pic, justement, son prime déjà, alors qu'il pourtant il date seulement de 2015. Il s'agit de Kingsman, Service Secret, qui, moi, perso, est le film qui s'est manié le mieux, action burnée, et aussi de l'humour potage, vraiment classe à l'anglaise, et clairement, suivra derrière sa petite trilogie Kingsman, même s'il y a un retour dans le troisième épisode, avec le cercle d'or, qui déjà on sentait les limites un petit peu du système Matthew Vaughn, c'est-à-dire j'en fais des caisses, ou la limite du mauvais goût, et clairement le mauvais goût, vous savez qu'on va être servi. Et après suivra justement ce Kingsman The First Mission, la première mission qui donnera la naissance de la grande entreprise secrète, justement des Kingsman, et suivra justement quelques moments assez mémorables, comme le combat contre Rasputin. Et oui, l'histoire, je l'ai mangé. Et globalement, c'est vraiment quelque chose que je peux remarquer chez Matthew Vaughn, c'est qu'il a une carrière assez intéressante pour moi, à la manière un petit peu de son collègue Guy Ritchie, c'est-à-dire s'attaquer à de nombreux genres, mais je trouve quand même depuis un moment qu'il tournait vachement autour du film d'espionnage un peu pulp. Et c'est dommage, parce que je trouve que sa force c'était justement d'aller d'un genre à un autre. Apparemment, les dires actuellement seraient qu'ils sont en train d'être une création d'une comédie musicale. Perso, j'attends ça avec impatience, parce que ça me permettra de voir Matthew Vaughn dans un genre qu'il peut maîtriser. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur Argyle ? Déjà, vous résumez le film. Hayley Conway, justement, est une romancière spécialisée dans les films d'espionnage, et alors qu'elle va aller voir sa famille, elle va rencontrer un véritable agent secret qui lui dit que tout ce qu'elle a écrit se passe pour de vrai, à tel point, justement, que cette femme fait poser des questions. Voilà, donc le film veut partir sur un côté un petit peu le magnifique dans l'idée, où la fiction vient dans la réalité, et justement c'est un truc qui est très intéressant. D'un point de vue, quand moi le pitch est arrivé, et quelques mois, et les premières bandes annonces, je me suis dit, allez, limite Matthew Vaughn, ça peut être moyen plus, mais au moins je peux avoir des moments de divertissement et des moments un peu cool. Et clairement, le film offre beaucoup de choses, mais beaucoup de choses pour moi qui sont ratées de tous les points. Et quand je vous dis ce pitch, clairement, c'est un pitch, voilà, je me dis... Ça peut être intéressant de jouer entre fiction et réalité, l'aspect espionnage, peut-être le film Prime, justement, son film d'espionnage après 3 Kingsman, beaucoup plus pulp. Bah clairement, là, le film repasse sur quelque chose, justement, toujours dans la lignée pulp, justement, de Matthew Vaughn, mais à un moment que le film, je le trouve très limité sur tout ce qu'il entreprend, à la limite, des fois, du foutage de gueule. Et oui, clairement, parce que je vais vous dire une chose, le film, j'ai l'impression que passer la première moitié, me chie à la gueule pour me dire, non, mais en fait, je vais partir dans totalement autre chose. Oui, oui, film. Oui, film. Tu m'as fait comprendre que t'allais partir sur autre chose, sauf que le problème, c'est qu'à un moment, le film ne tient pas. Sur tous ces enjeux purement dramatiques, il ne tient à rien. Et au point d'être à la limite de la publicité mensongère. Pourquoi je dis publicité mensongère ? Avant de revenir sur le scénario, parce que vous voyez l'affiche que vous voyez là, justement, que vous avez vue avec, justement, vous savez, la bande-annonce avec tous les personnages
que vous avez vu, où vous dites oui bon le casting, Samuel Jackson justement il va être au premier plan, tu te dis Henry Cavill il va être au premier plan, et même sur la fiche Wikipédia il est premier, alors que techniquement parlant Henry Cavill cumulé, si tu lui mets, tu fais chrono addition de tous les plans où il apparaît techniquement au moins 20 minutes sur un film qui dure 2 heures et quelques. Et clairement, tu ne mets pas un acteur en avant avec autant en avant, alors que justement tu n'as un acteur qui n'est pas aussi en avant. Alors certains vont me dire oui mais tu le vois à la fin et tout ça, ouais mais en fait ça suffit pas justement, parce que les personnages principaux justement techniquement c'est Bryce Dallas Howard, et à côté c'est Sam Rockwell. Alors perso je suis très content de voir Sam Rockwell parce qu'il a un rôle principal, et perso j'adore ça de le voir justement cabotiné, parce que c'est un acteur pour moi de génie. Sam Rockwell c'est pour moi un des acteurs les plus sous-estimés du cinéma américain, malgré que le mec a joué quand même dans Vice, Jojo Rabbit, et justement le cas Wells et encore plein d'autres films, parce que tu l'as vu à La Ligne Verte, Charlie Drone de Dame, Moon et tout ça. Ça fait très longtemps que c'est un acteur de génie, mais bon, pour le grand public, voilà, c'est encore à apprendre et à laisser pour certains. Mais là, justement, il joue tellement bien, il arrive à justement amener des émotions et tout ça, entre l'humour, le sérieux, le what the fuck, se comporter un peu comme un redneck, à la limite, et moi, ça me fait hurler de rire. Et justement, le personnage, pour moi, qui trahit un peu tout le film, hein, globalement, et c'est parce qu'il subit les conséquences, c'est Bryce Dallas Howard, qui justement derrière a un personnage d'écrivain qui écrit justement jusqu'à qu'on te fasse un twist que je vous spoilerai un peu après, mais voilà, je vous amènerai juste un peu à ça pour dire que voilà. Mais du coup, au niveau du scénario, l'histoire commence plutôt bien aussi, globalement, c'est ça qui est dommage avec le film, justement, parce que le film, pour moi, partait sur des bonnes intentions plutôt basses, c'est-à-dire sur le côté un peu le magnifique, ou la réalité, tu voyez, c'est le film avec Belmondo, que moi, perso, j'aime beaucoup, qui sera peut-être pas en top 100, mais au moins qui est un film que je trouve très intéressant, sur l'aspect de fantasmer une œuvre. Et je trouve que le film partait sur ce parti pris, vraiment, et j'aurais aimé que justement ce parti pris soit assumé jusqu'au bout de son rôle, parce que je trouve que le rythme s'y prêtait mieux, que l'humour s'y prêtait mieux, pour le côté un petit peu, voilà, toutes les choses, et pour peut-être amener un côté un peu plus sérieux au fur et à mesure du récit, un peu ce qui a été le cas sur le Kingsman, avec la mort d'un personnage, et même si à la fin ça finit pulp, et qu'à la fin il baise littéralement la princesse, et bah Clément, justement, je m'attendais au moins un peu ce délire-là, avec justement Art Guy, sauf que je n'ai rien eu. C'est-à-dire qu'à la moitié du film, en fait, les enjeux, ils t'offrent un twist, mais un twist digne des années 90 dans certaines mauvaises séries B. C'est-à-dire de dire, non mais alors, sauf que je vais aller à contresens d'un certain. C'est qu'il y a un film que j'aime énormément, sur lequel ça passe, que ça le passe très... Il faut juste que je revoie le titre, ne revient jamais... attends, c'est comment il s'appelle déjà le film ? Putain, c'est Shane Black. Au revoir à jamais, réalisé par... Enfin, c'est pas réalisé, c'est juste scénarisé par Shane Black, mais ça part vraiment dans ce délire-là. Pour moi, c'est Au revoir à jamais, scénarisé par Shane Black, je sais plus c'est qui le réalisateur, c'est... On va trouver ça, je prends juste une petite seconde. La petite voix bien cassée du matin, on adore. C'est pas la guerre en général. Donc scénariste, Au revoir jamais, tu es où, voilà. Renny Harlin. Ah putain, c'est Renny Harlin à l'époque. L'acteur périmé des années 90. Ah oui, c'est clairement ça, hein. Renny Harlin, c'est clairement un réalisateur des années 90 qui est périmé, hein, parce que Renny Harlin, pour ceux qui savent pas, il a fait quand même quelques films vraiment pas mal, moi, que j'aime beaucoup, de l'époque. Une pensée pour Cliffhanger, que j'aime beaucoup, L'île au trésor, qui est un film que j'adore, et Au revoir à jamais. Voilà, il faisait beaucoup de films avec sa femme de l'époque, justement, qui était Jenna Davis. Et clairement, pour moi, ce film représente clairement ce que a voulu faire le film Art Guy dans sa deuxième partie. Sauf que ça passe pas du tout. Le film t'enchaîne des twists sur twists sur twists pour t'accentuer que le personnage de Bryce Dallas Howard, et là je spoil, justement, est devenue réalisatrice à succès parce qu'elle connaît trop bien l'espionnage, tu vois, parce que c'est pas grâce à de la documentation et tout ça. Non, c'est grâce à ses souvenirs, parce que c'est une ancienne agent secrète. Youpi, super, putain, tu te fous de ma gueule, film de merde, film de marde, tu te fous vraiment de ma gueule. Non,
Non, non, non, non, non, ça devrait être interdit, ça, le film, ça c'est un code de scénario, à croire que le film a été écrit par une IA sous perfusion de couleurs arc-en-ciel, c'est pas possible. C'est pas possible, de film, tu te fous de ma gueule à balle. N'essaie pas de me faire genre une Matrix du pauvre, justement me dire que tout le monde est réel alors que le monde n'a rien de réel. Et franchement, je trouve ça horripilant de dire à quel point Matthew Vaughn se lance dans un cambouis que même lui ne gère plus. Et le problème, c'est que tu peux pas le sauver justement sur tout ce qu'il entreprend. Et même si il offre quelques moments de grandeur, bien sûr, parce que c'est Matthew Vaughn, je me suis avec mes potes, on s'est marré comme des baleines justement sur la scène, avec les fumigènes où ça tire de partout. Une pensée justement pour la scène de patinage artistique. Ceux qui ont vu le film me comprendront. Qui sont des petites manœuvres là où j'ai l'impression de voir. Ouais, mais Matthew Vaughn, j'ai l'impression qu'il s'éclate sur ces scènes-là. Sauf que Matthew Vaughn, tu t'éclates un peu genre sur la petite demi-heure du film. Et encore les 20 dernières minutes du film, parce qu'après celle d'avant, t'es vachement mou. Et moi perso, je trouve qu'il amenait globalement un rythme assez intéressant, justement, avec sa première partie, justement, entre la fiction et la réalité. Mais vu que tu casses tout sur ton film n'a aucun putain de sens. Et je trouve ça dommage, parce que techniquement parlant, ça joue pas si mal. Henry Cavill, dans son rôle d'agent secret à balai à chiottes, le fait relativement bien sur les scènes du début et tout ça. Et justement, il y a ce côté très érotisant, un petit peu porno soft d'une époque des années 90-2000, qui je trouve passe plutôt bien à la caméra, et ça me fait vachement plaisir. D'ailleurs, justement, aussi à côté, c'est son personnage. Après, tu le verras que épisodiquement jusqu'à la scène de fin. Alors je sais pas ce qu'il a voulu faire avec sa scène post-générique, mais par contre c'est un gros merdier. Et du coup, Bryce Dallas Howard, elle joue bien ce qu'on lui donne. Perso, je trouve que ça n'a jamais été l'actrice du siècle. Elle a quelques performances, mais globalement, je trouve que ça n'a jamais été l'actrice ultime. Je trouve que voilà, elle a plutôt bien joué son rôle sans jamais surperformer. Voilà. C'est juste un petit point de détail sur elle, parce que c'est pas l'actrice que je kiffe le plus. Et Sam Rockwell, voilà, je l'aime d'amour, c'est un acteur exceptionnel. Richard Cranston, justement, tu sens qu'il s'éclate un peu. Tu sens que Christina Aura, pareil. John Cena, moi, ça me fait toujours de le plaisir. Et ça montre à quel point il joue avec une certaine subtilité comparé à un certain The Rock. Bon, un petit tacle à The Rock, actuellement. Si vous êtes fan de catch, vous voyez dans quel bourbier il amène les scénaristes, à quel point j'ai envie de lui dire, mais mec, reste où tu es, va devenir président des États-Unis, mais laisse le catch tranquille depuis un moment. Le monde a changé. Le catch a changé, hein, comme dirait Mbappé. Du coup, John Cena, petit personnage voilà, qui arrive moins de 10 minutes, qui a le droit à la limite de la bromance avec l'agent Argyle, c'est joué par Henry Cavill, moi ça me fait un peu marrer. Et le Samuel Jackson, il vient soutenir un copain, ou pas Lipa, franchement tu la vois viteuf. Tu la vois passer vite fait pour son rôle, mais après derrière... Voilà, donc clairement, le film a beaucoup pour moi de déception, mais ça passe déjà pas forcément sur l'aspect scénaristique. Un aspect scénaristique qui m'en chie, j'ai l'impression que que Matthew Vaughn, justement, avec Argyle, a clairement perdu pour moi de sa superbe. J'ai l'impression de voir un réalisateur qui ne sait plus où il va, dans quelle direction il se mène, et que justement, il se flanche de plus en plus, parce que simplement, il se retrouve à des plafonds de verre. À des plafonds de verre où le mec, on le laisse un peu en roue libre. Et moi, franchement, ce qui serait intéressant, c'est de revoir... En fait, qu'il fasse un peu une Michael Bay, c'est-à-dire mi-Transformer, c'est-à-dire se faire un film un peu moins budget, parce que quand même, le film a coûté super cher. On est quand même sur un film qui frôle, ou qui a dû dépasser les 200 millions de patates. Donc voilà... Perso, quand on me dit ouais le pognon, et encore les FX ça me fait chier parce que t'as des FX, une pensée pour les plans FX en Grèce, sur le début je suis en mode oh, putain j'ai envie de crever tellement que le film, non mais vous faites n'importe quoi, mais les gars vous finissez à la pise ou FX, c'est chaud. À côté vous me faites passer Medoc pour un putain de chef-d'œuvre, franchement ça me révulse. Ça me révulse de ouf. Et clairement, c'est pour moi un réalisateur qui a besoin pour moi de redevenir à une source de cinéma. C'est-à-dire que Michael Bay, à détriment, moi aussi à une époque je pensais un peu ça, mais après je suis comme beaucoup de gens, j'évolue dans ma vie, je grandis, pas comme d'autres.
Et bah clairement, pour moi, Michael Bay, c'est devenu pour moi un des très bons réalisateurs avec justement Tony Scott dans le genre action. C'est-à-dire les premiers Transformers, je les ai revus à la hausse, globalement, alors avec pas le même dosage que les autres films qu'il a fait. Perso, je préfère Bad Boy, c'est plus rigolo. Mais du coup, derrière, il y a tout cet aspect-là, justement, qui m'intéresse, de me dire que, justement, il est arrivé avec Pain and Gain, justement, avec un film beaucoup moins cher. Et justement, pour revenir à une source de cinéma qui est l'essence de sa vision, à la fois de cinéaste, mais à la fois sur sa vision idéologique, justement, sur la vision de l'Amérique et sur comment il l'amène. Et clairement, je prends beaucoup de plaisir à voir les films de Michael Bay, parce que je trouve que c'est un véritable génie dans sa manière de faire, au détriment de ce que beaucoup peuvent dire. Mais voilà. Et je trouve que Argyle, justement, peut avoir... Argyle est un film que, justement, je trouve, qui devrait ramener Matthew Vaughn à des films plus simples. Ramener, justement, avec moins de contraintes, moins d'effets spéciaux, partir sur du dur. Quelque chose qui manque au cinéma. Et clairement, Matthew Vaughn, pour moi, doit faire un peu de Michael Bay, revenir à l'essence. On peut pas vivre sur une carrière comme ça aussi longtemps, et parce que quand même le mec ça fait 20 ans qu'il tourne, en moyenne un film tous les 3-4 ans, et qu'à un moment, je pense qu'à un moment il doit se souffler sur un film plus simple. Après un gros film ça fait toujours simple, moi je suis plus dans l'optique un peu saine, de dire tu fais un film simple, tu fais un film un peu plus compliqué, un film simple. Ça te permet derrière de t'amener justement de nouvelles choses, et de pousser ton principe beaucoup plus loin. Et de revenir à une certaine essence et une certaine économie du cinéma. Et en plus, ce qui est compliqué, parce que Matthew Vaughn, il a une carrière de producteur, donc c'est des trucs qui doivent ça gérer, et je trouve qu'il les gère pas si bien que ça aujourd'hui. Donc pour moi, c'est mieux pour lui qu'il revienne à une certaine essence de cinéma. Voilà, c'est quelque chose que moi je trouve important pour lui, parce que j'ai peur que justement on perde un cinéaste qui pour moi l'image d'un James Wan, parce que je vais le dire honnêtement, quand j'étais, on va dire, il y a un peu moins d'une dizaine d'années, parce que Conjuring 2, ça date... c'est quelle année Conjuring 2 déjà ? Conjuring 2, c'est quelle année ? C'est 2016. Voilà, on va dire depuis 2016, jusqu'à 2016, je considérais encore James Wan comme un véritable petit génie. Petit génie... Alors pas dans le sens du niveau Spielberg, Scorsese et tout ça, mais je trouvais que c'était un réalisateur, un réalisateur inventif, qui tentait des trucs avec sa caméra assez fou, sauf qu'à un moment je trouve qu'il s'est perdu littéralement en route. Vous voyez par exemple les sauts, moi que j'avais adoré à l'époque. J'avais 12 ans quand le sauvé, et je me suis gouré sur les... du coup, Dead Silence, Death Sentence, Insidious, Conjuring, Insidious 2, Fast and Furious 7, qui est pour moi un des meilleurs de la saga, Conjuring, là je me dis clairement, il y a des films qui me font plaisir. Il y a des films où il tente des choses, il va loin, alors à la limite du mauvais goût, et justement je pense que c'était la période phase de James Wan, pour la simple bonne raison que le mec avait, je pense, Lee Whannell à côté de lui, justement qu'il le cadrait, qu'il le tenait un peu en... Voilà, où il avait d'autres personnes à côté de lui, qui l'amenaient des contraintes pour dire, voilà, tu restes quand même... En gros, tu peux aller vite, mais tu restes en troisième. Tu restes à 50-60 km/h, mais tu vas pas en 5e, 6e. Sauf que le mec, après Aquaman, Malignant, et Aquaman 2, clairement, il est resté en 6e, en perfusion totale. Et clairement, ça me fait chier pour un réalisateur qui pour moi avait tout pour être un des petits génies techniciens à la limite justement d'autres réalisateurs, un peu comme Matthew Vaughn mais dans l'idée. Et c'est un truc que je trouve triste et très triste justement. Ça me fait de la peine. Ça me fait vraiment de la peine parce que c'est des films que j'attends énormément et je me dis que c'est des cinéastes qui justement ont des choses à proposer, mais je trouve que malheureusement que ça se perd. Que ça se perd globalement, que j'ai l'impression qu'ils se perdent dans le cambouis, parce qu'ils y prennent de l'argent aussi, ils bourgeoisisent un peu, je pense aussi. Donc à un moment, voilà, moi j'ai envie de les revoir dans une économie saine, un film justement où ils peuvent peut-être revenir à une essence de cinéma. Je dis pas qu'il doit faire un proto-nouvelle vague, hein, je pense qu'il doit juste revenir à une économie un peu plus modeste. Tu pars sur 20-30 millions de dollars, c'est des mecs qui peuvent se le permettre. Même si aujourd'hui ça montre aussi une limite aussi, je trouve ça intéressant sur un point, de dire qu'il y a une mort encore du film du milieu. Cette année il y en a eu un peu plus.
des films, on va dire, à hauteur de 50, 90 millions, 100 millions de dollars, sans patate max. Mais globalement, c'est vrai que ça reste des films assez pas assez intéressants justement pour qu'on les laisse rentrer dans l'histoire du cinéma, mais c'est peut-être pour ça justement qu'à un moment revenir à une idée base, c'est quand même mieux. En tout cas, voilà, c'était ce que j'avais à dire sur Argylle. En tout cas, j'espère que cette analyse, plus que critique, vous n'en avez plus. Moi, perso, je trouve que c'est un constat vraiment qu'on a sur le film blockbuster qui vraiment est calamiteux depuis quelques années. Une pensée pour Expendables 4, pour plein d'autres films comme ça. Alors, c'est pas au niveau Expendables 4, mais clairement, nous, avec mes amis, on était globalement très déçus de ce qu'on a vu, très déçus de toute l'empreinte qu'a pris le film, et qu'à un moment, on a envie de revoir quelque chose de mieux. C'est pas pour rien que, par exemple, des films comme Iron Claw ou Godzilla sont des films qui nous ont beaucoup touchés sur cette année début d'année 2024, parce qu'ils reviennent à quelque chose de sain. Et une pensée aussi pour Pauvre Créature de Logos Lanthimos, qui franchement nous a beaucoup touchés et nous a montré que le cinéma a beaucoup encore à donner. En tout cas, merci à vous pour tout ce que vous êtes là pour soutenir la chaîne. On a atteint les 360 abonnés et on va tout faire pour aller atteindre les 500, développer toute la chaîne. Et je vous dis merci à vous. Merci. Je vais faire plus de live Twitch à partir de cette semaine. Normalement, j'aurai un peu plus de temps. Peut-être une meilleure connexion internet aussi, Inch'Allah. Mais clairement, à un moment, voilà. C'est toujours un plaisir de vous avoir. C'était Medo. Et passez une bonne semaine à vous. Et allez au cinéma. Ciao.